Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Nocturne du Plan de Rome. Ça fait plaisir de vous revoir pour une nouvelle saison. Ce soir, le sujet, c'est l'Égypte. L'Égypte s'invite à Rome. L'obélisque de Luxor, place de la Concorde, à Paris, fait partie des circuits incontournables de visite de notre capitale. Cet obélisque fait partie d'une vague d'égyptophilie qui commence au XVIIIe siècle et qui connaît son apogée après la campagne d'Égypte de Napoléon entre 1798 et 1801. Et cet obélisque n'est pas le seul témoin de cette égyptophilie. Voici par exemple la pyramide du parc Monceau, fait pour le duc Philippe d'Orléans, les sphinx de la colonne du Palmier, place du Châtelet, pour Napoléon. Et on pourrait multiplier les exemples. Encore cet immeuble Berthier, place du Caire à Paris, place du Caire, à l'angle de la rue du Caire, au-dessus du passage du Caire. Vous voyez que les colonnes du rez-de-chaussée sont de style égyptisant. Les figures à l'étage sont des représentations de la déesse Hathor et la corniche est de type égyptien. À Rome, l'empreinte, l'influence de l'Égypte est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus prégnante. Pour ne prendre qu'un seul exemple, Rome est la ville du monde où il y a le plus d'obélisques égyptiens, après l'Égypte bien sûr. Mais il faut comprendre que l'Égypte qu'ont connue les Romains, ce n'est pas l'Égypte de notre imagination. Ce n'est pas l'Égypte de l'Ancien Empire au IIIe millénaire, l'Égypte des grands pharaons qui ont fait construire les pyramides, Khéops, Képhrène, Mykérinos. Ce n'est pas non plus l'Égypte du Nouvel Empire au IIe millénaire, celle de Ramsès II, celle de Toutankhamon. Non, l'Égypte qu'ont connue les Romains, c'est l'Égypte d'après la conquête d'Alexandre. C'est l'Égypte des successeurs d'Alexandre, l'Égypte des Ptolémées. Alors je vous propose pour cette nocturne trois parties. D'abord, s'interroger, se demander pourquoi il y a un lien si fort entre l'Égypte et Rome. Ensuite, nous verrons la traduction architecturale de ce lien. Et pour finir, nous vous emmènerons visiter le plan de Rome, virtuel, sur des secteurs égyptiens, dans une nouvelle version. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors pourquoi un lien si fort entre l'Égypte et Rome ? Eh bien d'abord pour des raisons commerciales. Pour des raisons commerciales qui vont d'abord, des relations commerciales qui vont d'abord transiter par l'île de Délos, à l'époque républicaine, et puis quand Rome va devenir une mégapole, quand elle ne va plus être capable de s'auto-alimenter en blé, elle va aller chercher son blé outre-mer, d'abord en Sicile, puis en Afrique du Nord, et puis en Égypte. Et à l'époque impériale, l'Afrique du Nord et l'Égypte fournissent à elles deux la moitié du blé qui est consommé dans la ville de Rome. Alors si bien que les déesses égyptiennes, notamment la déesse Isis, qui était déjà la protectrice des marins dans la Méditerranée orientale, est devenue aussi la protectrice de la flotte frumentaire, celle qui amène le blé à Rome, et plus largement, elle est devenue la protectrice des marins romains, qu'ils soient sur mer ou sur la rivière. Regardez cette peinture qu'un entrepreneur de transport a fait peindre dans sa tombe. Cet entrepreneur fait fait la liaison entre Ostie et Rome sur un navire fluvial. Il transporte du blé, justement le blé de la flotte frumentaire qui arrive à Ostie, et lui, il le retransporte ensuite de Ostie à Rome. Eh bien, regardez comment il a appelé son navire, l'Isis Giminiana. Il lui a donné le nom de la déesse Isis. Il y a aussi des raisons politiques. Alexandre, déjà, avait été fasciné par le culte que l'on rendait aux pharaons, par le cérémonial de la cour des pharaons. Il s'était fait construire on lui a construit une chapelle dans ce temple d'Amon à Luxor que vous voyez ici. Et l'empereur Auguste
est venu à Alexandrie visiter la tombe d'Alexandre, même si par ailleurs il n'aimait pas beaucoup l'Égypte. Et au fur et à mesure que le pouvoir romain, que les empereurs sont devenus de plus en plus autocrates, au fur et à mesure que le cérémonial de la cour s'est développé autour d'eux de façon monarchique, eh bien, ils ont apprécié, ils ont souhaité imiter ces représentations du pharaon. Ici, on voit les statues de Ramsès II à l'entrée du temple d'Amon. Vous voyez, il y avait deux obélisques à l'origine. Celui qui manque à droite, c'est celui qui est à Paris. Et ces grandes statues, bien sûr, ne pouvaient manquer d'impressionner les hommes politiques romains. Et puis je vais terminer par une raison qui est une raison scientifique et technique. On n'y pense pas toujours. On considère toujours les Romains comme les maîtres de l'hydraulique. Eh bien, les Égyptiens, le Moyen-Orient en général, les a largement précédés dans ce domaine, avec notamment la technique des canates. Qu'est-ce que c'est qu'un canat? C'est une conduite qui va prendre l'eau dans une couche aquifère et qui va la conduire à un point d'arrivée souterrain, de manière souterraine, dans le désert généralement, avec la pente la plus faible possible pour aller le plus loin possible, et des puits verticaux qui vont servir à la fois à creuser le canal, puisqu'on va le creuser à partir de différents puits, et ensuite à l'entretenir. Du côté extérieur, ça n'a pas l'allure, bien sûr, ça n'a pas le côté impressionnant des grands ponts aqueducs romains, puisqu'on voit simplement des sortes de suites de taupinières, si je puis dire, qui correspondent à l'entrée des puits. Mais vous imaginez les techniques d'alignement, les instruments de mesure qu'il a fallu pour pouvoir tracer ces canaux sur plusieurs kilomètres. Eh bien, plusieurs indices montrent que les Romains ont emprunté ces techniques, ont fait venir des ingénieurs alexandrins, en particulier à Rome. Alors, comment tout cela s'est traduit de façon architecturale? Eh bien, puisque les Romains ont adopté des cultes égyptiens, le culte d'Isis en particulier, eh bien, ils ont construit des temples pour ces dieux égyptiens. Alors, ce n'est pas l'ensemble des dieux égyptiens qui sont arrivés, ce sont les cultes du culte isiaque, des cultes isiaques. On les appelle ainsi parce qu'ils tournent autour de la figure principale d'Isis. Alors, peut-être qu'il faut rappeler ici un petit peu la légende d'Isis. Isis, c'est en Égypte la déesse de la terre fécondée par le Nil. Elle est mariée à Osiris, qui est son frère aussi, qui est le dieu du Nil. Alors l'un et l'autre sont des souverains bienfaisants. Osiris apprend aux hommes la métallurgie, l'agriculture. Isis apprend aux femmes le tissage. Mais un jour, Osiris est assassiné par un de leurs frères, Seth, qui est le dieu du désert. Et Seth jette Osiris dans un sarcophage dans le Nil. Osiris va partir à sa recherche, va le retrouver, va ramener le corps. Mais Seth, cette fois, va le couper en morceaux et jeter les morceaux dans le Nil. Osiris va retrouver les morceaux, va les reconstituer et va redonner la vie brièvement à Osiris pour s'unir à lui et avoir un fils qui est Horus ou Harpocrate. C'est le petit personnage que vous voyez ici, à droite de l'image. Plus tard, on va associer au culte d'Isis celui de Sérapis, qui représente Osiris mort. Et Sérapis est assimilé au dieu Hadès, le dieu des enfers, pour les Grecs. Voilà donc les personnages principaux de ce culte à Isis. À Rome, on va donc avoir des sanctuaires, plusieurs sanctuaires, à Isis et à Sérapis. Le plus important, qui a une dominante à Isis, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Iséum, mais qui a aussi une partie consacrée à Sérapis, se trouve sur le champ de Mars, pas très loin du Panthéon. Aujourd'hui, à Rome, vous ne pouvez pas en voir grand-chose, mais sur une petite place, on peut même rien en voir du tout, à vrai dire, mais sur une petite place qui se trouve entre l'ancien emplacement de l'Iséum et le Panthéon, à l'endroit où autrefois étaient les Saepta Iulia, les enclos de vote,
Eh bien, ces places de Minerve, vous avez, sur une base qui a été conçue par le Bernin, un obélisque qui vient de là, qui vient de cet iséum, et qui en rappelle en quelque sorte sa présence. On a retrouvé dans ce secteur beaucoup d'objets, beaucoup de statues qui viennent de l'Iséoum et qui sont aujourd'hui répartis dans différents musées dans le monde, notamment cette magnifique statue du Tibre qui se trouve au Louvre, ou bien ce sphinx dont il manque la tête et qui se trouve au musée Altan à Rome. Alors pour reconstituer cet iséoum, plutôt que de penser à Pompéi, où on a retrouvé un iséoum bien conservé, mais qui est encastré dans la ville, qui n'a pas beaucoup d'espace, on peut plutôt penser à l'iséoum de Dion, en Grèce. Dion, c'est une ville au pied du mont Olympe, et cet iséoum a été enfoui par les alluvions de la rivière toute proche, si bien qu'au XVIIIe siècle, on l'a retrouvé pratiquement intact. On a retrouvé ces différentes chapelles, même certaines statues étaient encore en place, et ça peut nous donner une idée de ce qu'était un iséoum à l'époque. On voit qu'on arrive par une grande allée, alors il n'y avait pas d'eau, l'eau c'est des inondations qui sont d'époque moderne. On arrive par une grande allée, au bout de l'allée, on a le sanctuaire principal à Isis, qui est ici Isis Lokia, c'est l'Isis qui préside aux accouchements. Vous voyez, elle est représentée avec des épis de blé, un sceptre et un grand chapeau. À droite, on a un autre petit sanctuaire, une petite chapelle à Aphrodite, et à gauche, un sanctuaire à une autre Isis, l'Isis Tuké. C'est l'Isis qui préside au destin avec une source sacrée devant sa chapelle. Voilà à quoi pouvait ressembler, en tout cas, voilà à quoi ressemblait de manière sûre l'Iséoum de Dion en Grèce. Alors, ce qui étonnait les Romains, ce qui les frappait au-delà de cette architecture, c'est aussi tous les rites qui entouraient le culte d'Isis. Je vais vous lire un extrait de la satire 6 de Juvénal, qui est une satire très misogyne par ailleurs, mais dans ce passage, Juvénal se moque d'une dévote du culte d'Isis, justement. Au point du jour, en plein hiver, notre dévote cassera la glace du Tibre pour s'y plonger 3 fois, et quoiqu'elle n'aime pas l'eau, elle n'en trempera pas moins sa tête jusqu'au sommet du crâne dans le courant. Puis, nue et frissonnante, elle se traînera tout le long du champ de Mars sur ses genoux ensanglantés. Si la blanche Io l'ordonne, elle ira jusqu'au fond de l'Égypte, elle en rapportera de l'eau puisée près de la tauride Méroé pour en asperger le temple d'Isis, près des enclos de Vote. On a d'autres témoignages de ces rites étranges, en tout cas au début pour les Romains. Ainsi, cette peinture d'Herculanum qui représente la danse d'un prêtre d'Isis. Vous le voyez monté sur l'estrade, et on voit qu'il est entouré à la fois d'autres prêtres et puis de fidèles, des femmes essentiellement, qui vont jouer de différents instruments, tambourins, flûtes, et également ces instruments qu'on appelle des sistres, que plusieurs tiennent dans la main et qu'on a retrouvés. On en a retrouvé plusieurs exemplaires. C'est une sorte d'instrument en forme de fer à cheval, dans lequel sont enfilées des tiges. Quelquefois, il y a des rondelles ou des sonnailles sur les tiges à l'intérieur. On l'agite et ça fait un bruit particulier. C'était un instrument particulier, spécifique au culte d'Isis. Et il faut imaginer toute l'ambiance sonore qu'il pouvait y avoir autour de ces temples à Isis, autour des cultes à Isis. Les prêtres aussi étonnaient. Ils avaient le crâne complètement rasé, la barbe complètement rasée. On a retrouvé on a retrouvé un certain nombre de bustes représentant ces prêtres. On les reconnaît le fait qu'ils soient complètement chauves et au fait qu'ils portent aussi une cicatrice en forme de croix sur le front, quelquefois aussi sur la tempe. C'est probablement la trace d'une scarification rituelle. Et puis c'est un culte à mystère. C'est un culte à mystère. Regardez cet autel à Isis. À gauche, on reconnaît Harpocrate, dont on a parlé. À droite, c'est le dieu Anubis. Alors Anubis, c'est le fils qu'Osiris a eu avec une autre sœur, Nephthys. Il s'était trompé, il l'avait confondu avec Isis. Isis n'avait pas été contente d'ailleurs.
Et Anubis, c'est le dieu de l'embaumement. Il fait aussi partie des cultes isiaques. Mais au centre, ce qui nous intéresse, c'est la boîte avec le serpent. Eh bien, cette boîte, c'est la boîte qui contenait les objets sacrés que personne ne pouvait voir, sauf les initiés au culte. On a plusieurs mentions de ces secrets. Et le serpent qui est au-dessus, c'est un cobra, et il représente Isis. Il représente aussi la fertilité en Égypte. Voilà pour Isis particulièrement. Et pas très loin, on a un sérapéum, un sanctuaire propre à Sérapis. Alors autant l'Iséum est en bas, dans le champ de Mars, lui, le sérapéum, est construit en hauteur sur la pente ouest du Quirinal, à un endroit d'ailleurs qui est le plus élevé de la ville. Aujourd'hui, vous avez 2 points de repère modernes. Un qui n'a rien à voir avec le sanctuaire, mais qui se trouve juste au coin nord-est de ce sanctuaire, un endroit qui est prestigieux à Rome, puisque c'est face au palais du président de la République. On est place du Quirinal, au fond c'est le palais présidentiel, et en avant, vous avez une fontaine monumentale qui est construite avec des éléments qui ne viennent pas de l'Iséum. L'obélisque vient du mausolée d'Auguste, et les deux cavaliers, Castor et Pollux, viennent des thermes de Constantin, qui sont tout à côté, qui sont vraiment tout près, qui sont voisins du Sérapéum. Il y a un autre point de repère, qui lui concerne vraiment un élément qui provient du Sérapéum, c'est dans les jardins Colonna. C'est une trace de l'escalier monumental qui montait sur la terrasse. Vous allez l'emprunter virtuellement tout à l'heure. Alors pour reconstituer le Sérapéum, on a utilisé des dessins de la Renaissance. C'est un dossier difficile. À une époque où on avait davantage de vestiges visibles, ce Sérapéum s'est probablement inspiré du Sérapéum d'Alexandrie, mais le Sérapéum d'Alexandrie est lui aussi dans un état désastreux, ce qui fait que ça ne nous aide pas beaucoup. Donc on a vu le domaine religieux, voyons maintenant le domaine politique. Dans le domaine politique, un des instruments égyptiens, un des monuments égyptiens utilisés, ce sont les obélisques. Alors les obélisques, il y en a de 2 sortes. Il y en a qui ont été rapportés d'Égypte et d'autres qui ont été fabriqués par les Romains à l'imitation des obélisques égyptiens. On peut distinguer au moins 3 types d'utilisation. Celui-ci, que vous voyez à l'écran, a été utilisé par Auguste, c'est un des premiers qui a été amené à Rome. Il a été utilisé comme aiguille d'un immense cadran solaire qui était installé dans un complexe à la gloire d'Auguste. Il y avait le cadran, il y avait le mausolée d'Auguste et l'Arapakis, l'autel de la paix, qui rappelait la paix ramenée dans l'Empire par l'empereur Auguste. Alors, cet obélisque, aujourd'hui, a été un petit peu déplacé. Il se trouve, là où vous voyez à gauche, sur la place Montecitorio, c'est juste devant le Parlement italien. Une autre fonction des obélisques qui est fréquente, c'est d'être installé sur la spina des cirques, au milieu, sur l'arête centrale des cirques. Et les chevaux tournaient donc autour de ces obélisques qui symbolisaient à la fois le soleil, mais aussi le pouvoir, la puissance de l'empereur qui les avait rapportés d'Égypte. Celui qui est sur la place Saint-Pierre au Vatican se trouvait sur la spina du cirque de Néron, qui était juste à côté. C'est le seul obélisque qui soit resté debout. Il a été déplacé, mais au Moyen-Âge, tous les autres étaient tombés, sauf celui-là. Et puis, il y a des obélisques, je vous l'ai dit, qui ont été construits par les Romains à la gloire de certains empereurs, tel cet obélisque de la place Navone, qui était placé dans l'Iséum qu'on va visiter, et qui était un obélisque à la gloire de Domitien. Voici la traduction de quelques-uns des hiéroglyphes qui le couvrent. Le seigneur de l'Égypte, César Domitien, le roi de Haute et de Basse-Égypte, le seigneur de l'Égypte, le parfait héritier des dieux, l'aimé de l'Égypte, l'impérator, le fils de Ré, le couronné, César Domitien Auguste, l'aimé de Ptah et d'Isis, qu'il soit doué de vie comme Ré éternellement. Vous imaginez que tous les chefs d'État aimeraient bien avoir des monuments avec de telles formules.
Et puis on sait qu'en Égypte, les empereurs romains, comme Alexandre d'ailleurs, se sont fait représenter en pharaon. Mais il semble que sur le territoire italien même, on ait eu des statues représentant les chefs d'État, les hommes politiques importants, en pharaon. Témoin de cette statue qui a été trouvée une dizaine de kilomètres au nord de Rome et qui on pensait qu'elle représentait Néron. Il y a une interprétation plus récente qui pense à Césarion, le fils de Cléopâtre et de César. Oui, de Cléopâtre et de César. Et le petit personnage féminin qui est à ses pieds représenterait Cléopâtre. Voilà, on ne sait pas sûr, mais voilà cette statue trouvée en Italie. Et dans le domaine privé, eh bien, on a aussi cédé à cette mode égyptienne pour le décor des maisons. Alors, je parle bien sûr des maisons riches. Ici, on a ce qu'on appelle un décor nilotique, c'est-à-dire une représentation d'animaux qui ne peuvent vivre qu'au bord du Tibre, y compris au bord du Nil, l'hippopotame, le crocodile. C'était des plaques de décoration en terre cuite qui appartenaient à une première version de la maison d'Auguste sur le mont Palatin. Et puis vous savez qu'à Rome, la forme des sépultures était libre. Vous faisiez un tombeau de n'importe quelle forme, une colonne, un cube, ce que vous voulez. Et certains ont choisi la pyramide. C'est ainsi qu'à Rome, vous avez aujourd'hui, très visible, une magnifique pyramide qui était construite par un certain Cestius. Il était prêteur l'année de l'assassinat de César, en 44 avant Jésus-Christ. Mais ce n'était pas la seule. Au Moyen-Âge, il y en avait au moins deux. Parce que vous voyez, il y en avait une qui est représentée ici, qui se trouvait entre le château Saint-Ange, le mausolée d'Adrien, et le Vatican. Et on l'appelait la Meta Romuli, le tombeau de Romulus. Et vous devinez comment on appelait l'autre, le tombeau de Cestius. C'était en fait, on l'appelait le tombeau de Rémus. En fait, il semble que celui-là, près du mausolée d'Adrien, ce soit un tombeau de Scipion. Voilà, mais écoutez, je vais laisser maintenant Sophie vous emmener dans la visite virtuelle. Alors, je voudrais dire quelques mots avant. Ce que l'on vous présente lors de les nocturnes, c'est un travail en cours. C'est un travail en cours du point de vue scientifique. Ce que nous vous proposons, ce sont des hypothèses. Ce soir, il y a au moins 2 bâtiments qui ont un dossier très difficile, et c'est la première fois que nous présentons au public une hypothèse de restitution qui sera certainement amenée à être modifiée lorsque ce modèle aura été présenté à différents spécialistes du monde entier. Et puis, du point de vue informatique, c'est aussi un travail en cours. Cela fait plusieurs mois que nos informaticiens travaillent sur une nouvelle version du moteur qui permet de naviguer interactivement dans la Rome antique. Ce moteur va permettre une meilleure fluidité et une meilleure esthétique par rapport à l'ancienne version. Seulement, on avait le choix, soit de passer tout de suite à cette nouvelle version, avant la première nocturne, soit d'attendre la fin des nocturnes. L'avantage, c'est de pouvoir vous faire profiter dès aujourd'hui de ce nouveau moteur. L'inconvénient, c'est que c'est une version expérimentale et il y a des risques. Alors ça va pas, il n'y a pas de danger pour vous. Rassurez-vous, le risque c'est celui-là, voilà, c'est l'écran noir qui risque d'arriver. Donc je vous demande toute votre indulgence. Hier après-midi, nous étions au bord du désespoir puisque rien ne marchait. Voilà. Depuis, les problèmes ont été résolus, mais Sophie est très, très, très stressée ce soir. Donc, je la laisse tenter de vous faire visiter Rome la partie égyptienne de Rome avec ce nouveau moteur. Et tout va bien marcher, puisque c'est toujours comme ça, on va espérer. Alors, je vais vous proposer de commencer par la visite de l'Iséum du Champ de Mars, dont on a parlé dans la première partie. Seulement, vous l'avez vu sur la vue aérienne de Rome, l'Iséum du Champ de Mars aujourd'hui, il est quand même très compliqué à trouver. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que nous partions devant le Panthéon, qui lui est un temple bien préservé, bien visible à Rome, de manière à ce que chacun puisse mieux se repérer. Donc je vais passer devant le Panthéon et je vais tourner à gauche
pour rejoindre une grande place qui s'appelle les Saepta Iulia. Alors les Saepta Iulia, en fait, au départ, c'était une place qui servait pour le vote. C'est là que les citoyens, à l'époque républicaine, se retrouvaient pour venir voter, pour élire les magistrats, pour voter les différentes lois. Et puis, au fur et à mesure que l'empereur a concentré les pouvoirs autour de sa propre personne, le pouvoir s'est concentré autour du Palatin et on n'a plus fait venir les citoyens dans les Saepta pour le vote. Et du coup, la fonction de cette place a évolué et elle a été transformée en marché de luxe. C'est notamment ici que les Romains venaient faire leurs courses pour acheter des choses à la période des Saturnales, qu'on pourrait comparer aujourd'hui à la période de Noël. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on va voir les Saepta alors qu'on est censé parler de l'Égypte à Rome ? Eh bien, tout simplement parce que l'Iséoum se trouve juste derrière le mur, ici, des Saepta. Alors, je pense qu'il serait pertinent de commencer par une vue générale de cet Iséoum, et pour ce faire, je vais prendre un raccourci pour monter sur le toit de l'arc à 2 niveaux que vous apercevez ici à droite de l'image. Donc, on va monter sur cet arc. Ça va nous permettre d'avoir une vue assez complète sur l'Iséoum du Champ de Mars avant d'aller le visiter réellement. Alors, bien entendu, le travail de restitution sur Rome est toujours en cours et il reste encore quelques endroits à combler dans notre modèle virtuel. Alors, ce qu'on va aller visiter, c'est ça. C'est un édifice en 3 parties. On a la partie consacrée à Isis, avec une grande cour bordée de sphinx et le temple à Isis à l'extrémité gauche. Au centre, une cour avec un obélisque qui va permettre de faire la transition entre l'Iséoum à gauche et un petit espace dédié à Sérapis à droite. Et c'est maintenant ce que je vais vous proposer d'aller voir. Donc je vais revenir au niveau du sol et nous allons entrer dans l'Iséoum par la cour intermédiaire, donc en arrivant par devant l'obélisque. Donc revenons sur le Champ de Mars. Revenons à l'intérieur des enclos de vote. Voilà, je pense que vous aurez comme ça une vue plus globale du bâtiment. Alors, on l'a vu dans la première partie, il n'y a plus aujourd'hui de restes architecturaux de l'Iséoum du Champ de Mars. Si vous allez sur le Champ de Mars, ne cherchez pas à voir les murs de cet Iséoum, il n'y a rien à voir. Par contre, à différents endroits de Rome, on peut encore voir un certain nombre d'artefacts qui étaient présents ici, dans l'Iséoum au IVe siècle. On peut encore en voir 2. On peut voir, par exemple, dans les jardins du musée du Vatican, cette sculpture en forme de pomme de pin, en bronze, qui était placée dans l'Iséoum au-dessus d'une fontaine. Voilà comment il se présentait au IVe siècle. Voilà comment la sculpture, aujourd'hui, a été réutilisée dans les jardins des musées du Vatican. Alors vous voyez que la couleur a un petit peu changé parce que le bronze s'est tout simplement oxydé. Quand je vais revenir au modèle virtuel, vous verrez que derrière la fontaine, on a un obélisque. Eh bien, cet obélisque, c'est celui de la place Navone. C'est celui où il y a les fameuses formules en l'honneur de Domitien, assez dithyrambiques. Donc, l'obélisque de la place Navone, dans l'Antiquité, il était ici, dans la cour, qui faisait la transition entre un espace dédié à Sérapis à ma droite et l'Iséoum à ma gauche. Alors, on va aller visiter ces 2 espaces sacrés. Et on va commencer par Sérapis. Et je pense qu'en entrant dans cet endroit, certains vont peut-être avoir une image qui va leur venir en tête, c'est l'image de la villa d'Adrien à Tivoli. Regardez, la villa d'Adrien à Tivoli et plus précisément le théâtre maritime. C'est tout à fait proche de l'architecture de l'espace consacré à Sérapis que voici sur un plan daté du IIIe siècle. Ici, on est sur une représentation de ce que l'on appelle la forma urbis Romae, et on a le plan au sol du temple dédié à Sérapis sur l'Iséoum du Champ de Mars. Regardez à quel point on est proche de ce qu'a fait Adrien dans sa villa à Tivoli. Ce rapprochement entre les 2 structures a fait dire à une chercheuse qui s'appelle Katia Lemke que Adrien s'était peut-être inspiré du temple d'Isis sur le Champ de Mars pour construire sa villa de Tivoli. C'est du moins une hypothèse. Alors, que savons-nous d'autre en plus de ce plan au sol ? Nous savons que l'espace était entouré par des colonnes
en marbre jaune, du giallo antico, comme vous le voyez ici. On voit également sur le plan une plateforme qui dépasse sur l'hémicycle. À quoi servait cette plateforme? Ça aussi, on le sait très bien. Elle servait à recevoir des statues, et certaines de ces statues sont très bien conservées aujourd'hui. On a notamment la statue du Nil, aujourd'hui visible dans les musées du Vatican. On a une statue du Tibre, conservée au Louvre, que vous avez vue dans la première partie, et également une statue du dieu Océan. Et en raison de la présence de ces trois divinités liées à l'eau, et en raison de la présence de l'eau sur le théâtre maritime d'Adrien, nous postulons, mais c'est une hypothèse, qu'au centre, l'espace était en fait un bassin. Voilà pour l'espace dédié à Sérapis. De l'autre côté, nous allons rejoindre l'espace dédié à Isis, qui lui est encore beaucoup plus hypothétique au niveau de la restitution. Alors l'espace dédié à Isis, vous allez voir, il est d'un style assez différent, il est beaucoup plus marqué par un style égyptisant. Et regardez, dès qu'on arrive dans cette cour, nous sommes devant un dromos. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dromos? C'est une grande allée classique dans l'architecture égyptienne, une grande allée qui menait au temple égyptien. Alors je vais vous montrer le dromos du temple de Luxor. C'est probablement cette architecture-là, cette architecture égyptienne, qui a inspiré les Romains pour construire l'Iséum sur le champ de Mars. La différence entre l'Iséum et le dromos de Luxor, c'est qu'à Luxor, vous voyez, ce sont des sphinx de chaque côté de l'allée centrale. En fait, à Rome, devant l'Iséum, il y avait probablement une alternance de sphinx et de lions. Et ces lions, certains ont été retrouvés, les sphinx aussi d'ailleurs, on peut les voir dans les musées du Vatican. En voici ici un très bel exemplaire qui a été importé d'Égypte. Alors quand on est dans cet espace, en fait, il y a deux choses à comprendre. La première chose, pourquoi avoir mis des statues de sphinx ici? Eh bien tout simplement parce que ça a un caractère exotique. C'est un petit peu comme aujourd'hui quand on va planter des palmiers dans nos jardins normands. C'est très bien que ça n'a rien à faire là. Mais voilà, ça donne de l'exotisme et ça aussi c'était recherché à Rome. Et puis la deuxième chose à bien percevoir, c'est qu'une partie des objets égyptisants visibles dans le sanctuaire d'Isis ne viennent pas d'Égypte. Ce ne sont pas des objets qui ont été importés d'Égypte, mais des objets qui ont été créés par les Romains eux-mêmes en Italie, en imitation du style égyptien. Vous allez me dire, mais pourquoi ils ne vont pas les chercher en Égypte? Mais parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aller en Égypte à l'époque, c'est long, c'est incertain, c'est même dangereux par certains aspects. Or, en parallèle de la difficulté du voyage, on a énormément de demandes d'objets égyptiens à Rome. Vous l'avez vu dans les exemples qui ont été montrés tout à l'heure. On sait que les riches aristocrates aimaient avoir des objets égyptiens dans leur maison, dans leur domus, pour décorer l'ensemble. Donc d'un côté, c'est difficile de faire venir ces objets, et de l'autre côté, il y a une forte demande. Eh bien, cela a créé un véritable marché, et certains artisans de la Rome antique, de l'Italie, se sont spécialisés dans la création d'objets de style égyptien. Je vais vous donner un autre exemple caractéristique de l'Iséum du Champ de Mars. Nous allons avancer et puis aller voir les colonnes en granit gris qui se trouvent sur le côté de la place. Regardez ces colonnes. Comme ça, quand on les voit, on se dit « Ah oui, bien sûr, ce sont des colonnes égyptiennes ». Et c'est là tout le paradoxe. Les Romains ont tout fait pour que ça ressemble à des colonnes égyptiennes. Ils ont même représenté les personnages de profil. Il n'y a pas plus égyptien comme représentation qu'un personnage de profil. Mais même au niveau des matériaux, ils ont été chercher un granit de l'île d'Elbe, très proche dans sa couleur et dans sa texture des granites égyptiens. Ils ont aussi, vous voyez, rétréci le bas des colonnes. Ça, c'est très égyptien. Et pourtant, un spécialiste ne s'y trompera pas. Un spécialiste verra tout de suite que ces colonnes ont été créées à Rome et n'ont pas été importées d'Égypte. Les voici, ces colonnes, telles qu'on peut les voir au musée du Capitole. Alors, comment un spécialiste peut les identifier comme des colonnes romaines? Eh bien, il y a plusieurs indices. Par exemple, vous voyez, les personnages, ils ont tous le crâne rasé et ils portent une couronne sur la tête. On ne voit peut-être pas très bien, mais vous pouvez me faire confiance, ils ont une couronne sur la tête. Ça, les Égyptiens ne le font pas. Les Égyptiens auraient remplacé la couronne par un ruban. On voit aussi que certains personnages portent un châle par-dessus leur tunique.
Les Égyptiens ne font pas ça non plus de façon courante, c'est une marque romaine. Et donc, à partir de ces éléments, on peut penser que ces colonnes ont été créées par les Romains. Et les analyses pétrographiques réalisées donc sur la pierre ont confirmé que cette pierre-là n'avait pas pu être extraite avant le 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ces colonnes-là, elles ont été créées en Italie à l'époque de Domitien, à l'époque où le sanctuaire a été refait. Alors que représentent-elles ? Vous l'avez peut-être vu sur la photographie, elles représentent des musiciens. On est en présence d'une scène musicale avec des personnages qui vont jouer de la flûte, du tambourin, qui vont avoir différents instruments pour accompagner la procession isiaque. Il faut savoir que le culte d'Isis se faisait toujours en musique et qu'un espace comme celui-là était peut-être un de ceux où il y avait plus de musique, de représentations festives accompagnées de musiciens dans la Rome ancienne. Et puis le temple à Isis en lui-même, il est tout au fond du dromos, après tous ces objets égyptisants. Alors le temple en lui-même, aujourd'hui, c'est simple, il n'y en a plus rien. Donc il n'y a rien à voir. Aujourd'hui à Rome, comment connaître la forme du temple, comment essayer de comprendre à quoi il ressemblait, eh bien nous avons différentes émissions monétaires pour nous aider. On sait notamment que ce temple avait été probablement restauré par Vespasien en 71 après Jésus-Christ. Or, nous avons cette monnaie qui représente le temple d'Isis et qui nous montre qu'en 71, sous Vespasien, le fronton du temple était en forme hémisphérique. Et puis en 80, il y a eu un très gros incendie à Rome, notamment sur le Champ de Mars. Le temple a brûlé. On le sait par les textes. Et il a été reconstruit par Domitien en 80. Et d'après cette autre monnaie, en 80, il a été reconstruit avec un toit en terrasse plat, d'où la restitution que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors pourquoi un toit plat ? Eh bien parce que probablement qu'Isis était représenté sous forme de statue au-dessus du toit. Vous voyez le buste d'Isis aujourd'hui, on peut encore le voir à Rome. La déesse était probablement assise sur le chien Sirius et représentée ici, dominant le temple en haut et dominant le dromos. Alors le culte d'Isis à Rome, il faut savoir qu'il a pris de plus en plus de place. Et je voudrais illustrer ce propos en vous lisant un extrait d'un texte latin, je vais vous le lire en traduction, un texte d'Apulée. Donc on est au IIe siècle après Jésus-Christ, et Apulée va nous raconter l'histoire de Lucius. Alors ce brave Lucius, il n'a pas eu de chance, il a été transformé en âne, et sur le passage que je vais vous lire, Lucius, donc l'âne, devait être donné en représentation dans un amphithéâtre, ce qui est quand même pas très flatteur. Donc il va s'échapper, et en proie au désespoir, le soir, il va faire une prière aux principales déesses du panthéon romain. Comme on est le soir, moi aussi je vais me mettre le soir, si vous voulez bien. On va se mettre en fin d'après-midi pour avoir un petit peu l'ambiance qui va aller avec le texte. Alors, je vais vous lire le texte. Voilà donc la lune se lève sur le ciel de Rome. La lune se lève, elle s'incarne sous forme d'une déesse, et la déesse va parler à Lucius. Et elle va lui dire « Toutes les déesses que tu as invoquées, je les suis à moi seule. Et c'est moi que l'on invoque sous des noms divers, lorsqu'on prie telle ou telle d'entre elles. Les uns m'appellent Junon, d'autres Minerve, d'autres Vénus, mais j'ai un nom qui est le seul authentique, et que seuls connaissent les Égyptiens puissants par leur antique savoir, et ce nom, c'est Isis. » Donc ce que nous dit le texte, c'est que Isis, en fait, est la véritable déesse que Lucius doit honorer, et on est au IIe siècle de notre ère. Donc vous l'avez vu en parcourant cet iséum du Champ de Mars, finalement la déesse Isis semble mieux mise en valeur que Sérapis qui est de l'autre côté. Mais ce dieu, rassurez-vous, est mis en valeur ailleurs dans Rome. Il a notamment un très grand temple qui lui est dédié sur le Quirinal, un temple que je vais vous proposer maintenant d'aller voir. Mais comme tout à l'heure, j'aimerais qu'on commence par une vue générale de ce temple, une vue schématique. Et pour vous donner cette vue, je vais me rendre encore sur un toit. Donc ce soir, on prend de la hauteur. Je vais me rendre sur le toit de la basilique Ulpienne. Alors la basilique Ulpienne, on est en plein cœur du forum de Trajan, en plein centre monumental. On est à côté de la colonne de Trajan. Et depuis le toit de cette basilique, vous voyez, je peux avoir une vue de restitution assez schématique
du temple de Sérapis sur le Quirinal. Alors le temple qui m'intéresse, c'est celui qui est tout au fond. Vous voyez, avec les colonnes à la droite et puis une surface en briques sur la gauche. C'est un dossier très difficile de restituer cet ensemble-là. Je voulais vous montrer d'ici ce qui est sûr. La seule chose qui est sûre, c'est que sur le flanc gauche du Quirinal, on a un temple très imposant, qui est peut-être un temple à Sérapis. Et puis de l'autre côté de la colline, on a un très gros dénivelé, vous le voyez, avec une partie plate à gauche, qui est le champ de Mars. Et pour combler ce dénivelé, les Romains avaient construit une sorte de grande terrasse artificielle, et peut-être que sur cette terrasse artificielle, ils avaient construit un autre petit temple à Hercule et Dionysos. Alors, on va imaginer qu'on revient du champ de Mars, et puis on va aller devant le temple. Ici, on va aller devant le temple, devant la grande terrasse qui permet de rejoindre le temple de Sérapis. Alors, quand on est ici, la première chose qui frappe, c'est la hauteur. On a quasiment 20 mètres de haut ici, c'est très impressionnant, alors qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont allés à Rome, quand on monte les flancs du Quirinal, on n'a pas l'impression que ça soit aussi escarpé que ça. Comment ça se fait ? Eh bien, tout simplement parce que le fond des vallées à Rome s'est progressivement comblé. Et le Quirinal, c'est un des endroits où le sol moderne est le plus haut par rapport au sol antique. On a jusqu'à 12 mètres d'épaisseur entre les deux surfaces aujourd'hui, et donc naturellement, le Quirinal paraissait beaucoup plus escarpé dans l'Antiquité. Au niveau des temples maintenant, je vous ai dit, on est sûr qu'il y a un grand temple de l'autre côté, du côté est, et une terrasse côté ouest, où je suis tout de suite, mais qu'y a-t-il sur ces terrasses ? On n'en est même pas sûr. On pense qu'il y avait un petit temple, et les chercheurs discutent pour savoir à qui était dédié ce petit temple. Certains pensent que ce petit temple, celui-là, c'était le temple à Sérapis. Et d'autres, dont nous faisons partie, pensent que le grand temple de l'autre côté, que je vais vous emmener voir tout de suite, était bien le temple à Sérapis. Comment faire pour savoir ? Eh bien, il y a un argument qui me semble tout à fait essentiel, qui a été donné par Filippo Quarelli. Une inscription avait été mise au jour sur ce secteur. Une inscription qui est perdue aujourd'hui, malheureusement, et qui racontait que Caracalla avait dédié le temple à Sérapis. Or, d'après la description de cette inscription, elle aurait fait au minimum 12 à 13 mètres de long. Donc on ne peut pas mettre une inscription de 13 mètres de long sur un petit temple comme celui-là. Et c'est ce qui fait penser que le temple de Sérapis est celui qui se trouve de l'autre côté. Alors quand je vous dis que la restitution est hypothétique, elle l'est vraiment parce qu'on a très peu de sources à notre disposition. Une de ces sources, ce sont des dessins qui ont été réalisés à la Renaissance, à une époque où le bâtiment romain était beaucoup mieux conservé que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et pendant la Renaissance, on pouvait encore voir les murs, ici, du grand escalier que je vais maintenant emprunter. Et ce grand escalier va nous permettre de rejoindre la terrasse supérieure du temple et d'aller voir un petit peu la vue que l'on va avoir en haut. Alors là, je suis très contente d'être en réalité virtuelle parce qu'il y a quand même 102 marches à monter. Et ce qui est formidable, c'est que le personnage ne se fatigue pas. Donc nous montons ces 102 marches joyeusement. Et en haut de cet escalier, nous avons deux solutions. Soit tourner à gauche pour aller vers le petit temple, soit tourner à droite pour aller vers le grand temple. Et naturellement, nous allons faire les deux. On va commencer par aller à gauche parce que je voudrais vous emmener sur cette grande plateforme qui domine le champ de Mars. Pourquoi est-ce que je veux vous emmener là ? Eh bien parce que pendant la Renaissance, on a cru pendant un certain temps que c'est depuis cet endroit que Néron avait regardé Rome brûler. Vous savez, les textes racontent que Néron a peut-être mis le feu à Rome et qu'il aurait regardé cette ville brûler. Alors certes, nous, notre restitution n'est pas encore terminée, mais les élévations sont bonnes. On peut déjà voir le Panthéon devant, les mausolées à droite, le théâtre de Pompée en arrière-plan. On a raconté pendant un certain nombre d'années que Néron avait été là. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. Je suis désolée de casser le mythe, mais c'est une mauvaise interprétation d'un texte de Suétone. Mais toujours est-il que ce point de vue est l'un de ceux où on domine le plus la ville de Rome avec le fait de se placer devant le temple de Jupiter capitolin, donc sur la colline du Capitole.
Si je me retourne, le voici, le petit temple dont nous parlons depuis tout à l'heure, et vous voyez qu'une fois que l'on est devant, il n'est pas si petit que ça, et si on suit un témoignage de Dion Cassius, ce temple aurait pu être dédié à Dionysos et à Hercule. Alors, celui qui nous intéresse le plus ce soir, c'est celui qui est derrière. Vous voyez le toit qui dépasse. C'est le toit du temple à Sérapis. C'est l'arrière du temple de Sérapis. Alors, on va aller le voir, ce temple. Je vous le disais tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'inscription, il a été conçu et construit par Caracalla au IIIe siècle de notre ère. Et on pense que Caracalla a décidé de construire ce temple après s'être rendu au temple de Sérapis d'Alexandrie, dont vous avez vu tout à l'heure quelques fragments. Lui aussi est en assez mauvais état. Et Caracalla, apparemment, a été très fasciné par ce qu'il a vu en Égypte. On a différents indices pour le savoir. On a la construction de ce temple, mais si vous pouvez voir dans les musées romains les chapiteaux des colonnes des thermes de Caracalla, vous verrez que sur les colonnes des thermes de Caracalla, il y avait des petites têtes d'Isis et de Sérapis qui avaient été sculptées. Et donc cela montrerait que cet empereur était assez fasciné par les cultes égyptiens. Alors le temple de Sérapis, il faut savoir que c'est le plus grand temple de Rome. C'est le plus grand de tous. Certains avaient peut-être à l'idée que le plus grand temple, c'était celui de Vénus et Rome, devant le Colisée, qui lui est déjà quand même très imposant. Mais celui-là le dépasse d'un petit peu. Le temple de Vénus et Rome occupe 16 400 mètres carrés à Rome. 16 400. Ici, on est sur 17 200 mètres carrés pour un temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des tailles. Ici, on est à l'échelle d'un personnage qui va marcher devant le temple. Donc, mon avatar mesure 1,70 m. Pour vous donner une petite idée, les colonnes qui sont là font 2 mètres de diamètre. Si je regarde un petit peu plus haut, chacune de ces colonnes mesure 21 mètres de haut. Et le seul fragment qui nous soit conservé, je vais vous le montrer, c'est un fragment qui se trouve dans les jardins Colonna, aujourd'hui à Rome. C'est un petit morceau du toit. Eh bien, ce morceau-là, c'est le plus grand fragment architectonique de la Rome antique conservé aujourd'hui à Rome. Il occupe 34 mètres cubes. Il pèse plus de 100 tonnes. Et c'est juste un petit morceau du haut du fronton du temple de Sérapis. Donc on est sur quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez grandiose, ce qui montre la place du culte égyptien à Rome. Je ne peux quand même pas terminer la nocturne sur l'Égypte à Rome sans vous emmener voir la pyramide de Cestius, parce que quand même, il n'y a rien de plus égyptien qu'une pyramide. Donc on va retraverser la ville, je vais repasser par le plan général du modèle virtuel, et nous allons aller voir la pyramide de Cestius. Alors cette pyramide, elle avait été construite par un homme politique qui s'appelait Cestius entre 18 et 12 avant Jésus-Christ. Donc on est sous Auguste. Et Cestius, par disposition testamentaire, va demander à ce qu'une pyramide lui soit construite à la périphérie de la ville de Rome après sa mort. La voilà, cette pyramide. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est à côté ? Eh bien, à côté, c'est la muraille d'Aurélien. Parce qu'au IIIe siècle, beaucoup plus tard, la muraille a été englobée, la pyramide, a été englobée dans la muraille d'Aurélien. Et aujourd'hui, pour ceux qui iront faire le voyage, vous allez voir que cette pyramide, elle est très bien conservée, avec une différence notable. Regardez cette photographie. Elle est conservée sur toute sa hauteur. Elle est conservée avec son plaquage de marbre. La grande différence avec l'Antiquité, si vous voyez, aujourd'hui, il y a une porte. Parce qu'on peut visiter la pyramide certains jours par mois. Alors que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de porte. Parce que cette pyramide, elle n'était pas destinée à être visitée. C'était un tombeau. Donc après les funérailles, elle avait été fermée. Donc qu'est-ce que c'est que cette porte ? Eh bien, c'est une porte qu'a fait réouvrir le pape Alexandre VII au XVIIe siècle pour faire des fouilles au sein de la pyramide. Alors, ils n'ont rien retrouvé à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit très discret dans Rome. Elle fait quand même 36 mètres de haut, cette pyramide, et donc naturellement, elle avait été pillée, et il n'y a rien eu de retrouvé à l'intérieur. Donc normalement, si j'étais au IVe siècle, je ne pourrais pas rentrer. Sauf que moi, je vais profiter de ma manette de jeu vidéo, je vais prendre un raccourci, et puis je vais quand même vous emmener à l'intérieur de la pyramide. On va jouer les passe-murailles ce soir. Après tout, pourquoi pas ?
Alors, on va entrer à l'intérieur de la pyramide et nous voilà dans la chambre funéraire. Alors, cette chambre funéraire, elle avait été au départ construite en briques, recouverte de stuc. Donc, du stuc, c'est une espèce de plâtre, et elle avait ensuite été peinte. La chambre funéraire en elle-même mesure 4 mètres sur 6. Donc, elle est quand même assez grande. Ici, vous avez la porte telle qu'elle avait été murée après les funérailles de Cestus, et c'est cette porte-là qui a été réouverte au XVIIe siècle. Aujourd'hui, si vous allez à Rome, certains jours, je vous le disais, vous pouvez entrer dans la pyramide, et voilà ce que vous pourrez voir. Vous pourrez voir une partie des peintures qui ont été restaurées. Donc, notamment des candélabres, que l'on va mieux voir ici dans le modèle virtuel, et puis des victoires qui avaient été placées aux 4 angles de la pyramide. Eh bien, le modèle, il plante quand j'ai fini, donc ça, c'est très très bien, ce n'était pas prévu. Alors du coup, je vais enchaîner ma conclusion, comme ça va être parfait. Rassurez-vous, vous avez tout vu, parce que les 4 angles de la pyramide, c'est les 4 mêmes, donc je ne vais pas me retourner, mais vous n'avez rien manqué. Donc, en guise de conclusion, pendant que je relance le modèle, on peut dire qu'il y a eu une réelle égyptomanie dans la Rome antique, et que cette passion a duré dans le temps, au point que la Rome moderne est encore très marquée par ce courant. On comprend bien la fascination qu'a pu exercer l'Égypte sur l'imaginaire collectif. 2 des 7 merveilles du monde antique, étaient en Égypte. Et ces terres exotiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, font naturellement rêver. Nous avons essayé ce soir de vous montrer comment les Romains ont intégré cette civilisation dans leur ville, comment ils l'ont en partie copiée et en partie adaptée au point de marquer durablement leur centre monumental. Je vous remercie. Merci à vous. Donc le crash a bien eu lieu, mais vraiment tout à la fin. Un crash voilà. Quand l'avion a atterri, c'est moins grave. Voilà, donc on va vous laisser maintenant la parole pour poser des questions. Je profite du petit temps que chacun trouve sa question pour vous rappeler que les soirs de nocturne, vous pouvez entrer vous stationner à l'université. Les services sont prévenus. Vous pouvez vous présenter à la barrière qui est du côté de la rue du magasin aux poudres. Vous dites que vous venez pour la nocturne et les services sont prévenus. On vous ouvrira. Voilà, ça peut être plus facile pour vous parce que le stationnement en ce moment dans le secteur n'est pas facile et le tram n'est toujours pas en service. Voilà, écoutez, si on peut passer aux questions, si on peut remettre la lumière dans la salle peut-être. Non, vous avez prévu de faire... C'est Rome by Night. Des questions. On fera une nocturne cette année, Rome de nuit. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc les micros vont circuler dans la salle. C'est pour qu'à la fois tout le monde vous entende et puis parce que vos questions sont retransmises, sont à la fois captées par vidéo et sont retransmises sur Internet en direct. Je ne dis pas ça pour intimider. Et au premier rang, oui. Bonsoir, merci pour cette présentation. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de détails sur le texte d'Apulée oui. Sur Isis? C'est quoi comme texte? Alors c'est le livre 11 d'Apulée. C'est le moment où Apulée va retrouver sa forme humaine. Lucius. Lucius. C'est au moment où Lucius va retrouver sa forme humaine, donc il va quitter son aspect d'âne pour retrouver sa forme humaine. Donc il va faire sa prière à Isis, c'est le passage que... Pas Isis, justement. Pardon. Il fait sa prière, oui, il fait sa prière aux déesses romaines, Déméter, je sais plus, il y a Vénus, il y a Proserpine. Et puis en fait, c'est Isis il va s'endormir, je crois, c'est ça. Enfin, en tout cas, Isis va lui apparaître et va lui dire écoute, demain, tu te rends à la procession qui aura lieu pour la fête d'Isis. Là, tu vas fendre la foule en tant qu'âne, tu vas t'approcher du prêtre, tu vas manger la couronne de fleurs qui sera là, et puis tu vas retrouver ton aspect humain.
Et après, donc, c'est ce qui va se passer. Et Lucius va s'initier au rite Isiaque et on va avoir toute la description d'initiation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la fête à laquelle participe Lucius, c'est très probablement la fête qui a lieu autour du 15 mars, qu'on appelle le Navigium Isidis. C'est le moment où on va en procession jeter un bateau qui n'a pas encore servi à la mer ou à la rivière pour marquer le retour, l'ouverture de la navigation, parce que la navigation était fermée l'hiver, elle rouvrait au printemps, et c'était cette fête d'Isis qui marquait cette ouverture. Et cette ouverture a duré cette cérémonie a duré très très longtemps, même après l'arrivée du christianisme, et on se demande si c'est pas ce qui a donné naissance au carnaval. Parce qu'il trouve qu'il y avait une grande procession avec un char, le char du bateau d'Isis, il y avait un char représentant Isis, il y avait différentes choses curieuses qui étaient présentées dans ce défilé, des musiciens, des gens qui étaient déguisés. Voilà. Donc peut-être qu'on a là l'origine du carnaval. Est-ce que j'ai répondu? C'était ça la question? Oui. Donc c'est le livre 11 des Métamorphoses d'Apulée. Okay. Je vais essayer d'aller un peu aussi... vous avez dans le texte interprété ça comme étant la présence d'Isis qui surplombe un peu toutes les autres déesses en quelque sorte, et on est bien au IIe siècle. Oui. Il y a d'autres textes qui pourraient montrer cette présence d'Isis très forte. Vous aurez ça en tête ou pas du tout? Un des signes de la très forte présence d'Isis et de Sérapis, surtout aussi, c'est qu'à partir du règne de Commode, Isis et Sérapis deviennent les protecteurs et protectrices du culte impérial. Ah oui. Ah oui, l'empereur est sous le signe d'Isis et de Sérapis surtout. Pour donner un autre exemple, quand Titus la veille du triomphe de Titus, il va décider d'aller passer la nuit précédant le triomphe dans le temple d'Isis, ce qui est quand même un symbole très très fort. Et là, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Très bien, merci beaucoup. Oui, Jérôme. Est-ce que l'on a une idée du nombre d'obélisques qui viennent d'Égypte? Alors à Rome actuellement, c'est 8 ou 9. 8 ou 9 et 5, il y en a 5 autres, je crois, qui sont des imitations. Voilà. C'est extraordinaire ces transports, parce qu'on est sur plusieurs centaines de tonnes. C'était des transports tout à fait exceptionnels. Il y a un des bateaux qui a servi pour le transport d'un des obélisques, qui ensuite a été coulé à l'entrée d'Ostie pour servir de jetée au port de Claude. Oui. On a une personne sur Internet qui se demande si le temple de Sérapis est bien plus grand que le temple de Jupiter Capitolin et comment il a été détruit. Il est plus grand, alors j'ai plus les chiffres, mais le temple le plus grand de Rome, c'est bien celui de Sérapis. Enfin, du moins, le grand temple du Quirinal, c'est bien le plus grand temple de Rome. Le second, ce serait celui de Vénus et Rome, et le troisième, celui de Jupiter Capitolin. Donc la taille exacte du temple de Jupiter Capitolin, je ne l'ai plus en tête, mais on est bien dans cet ordre-là. Bonsoir. Une question simplement, je suis étonné également de la taille du temple de Sérapis, puisque on n'en a pas vraiment entendu parler de Sérapis en culture populaire sur la Rome antique. Et donc, du coup, je trouve ça surprenant. Je voulais savoir s'il y avait une hypothèse, une explication. Et deuxième question, je voulais savoir si la religion égyptienne avait été aussi prégnante dans le monde grec. Alors, il faut savoir d'abord que les religions égyptiennes, les cultes égyptiens, se sont répandus par le commerce. Donc, ils se sont répandus en Méditerranée orientale et notamment sur des grands centres maritimes comme Délos. On sait qu'à Délos, on avait des temples à Isis, on avait des temples à Sérapis notamment. Alors que Délos, si vous savez peut-être, c'était dans la religion grecque un des grands sanctuaires à Apollon. Vraiment la religion
classique, grec classique, si je puis dire. Alors, votre première question, c'était comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler du Sérapéum? Parce que quand on parle de Rome, on pense aux dieux du panthéon classique, on pense à Jupiter, à Apollon, à Vénus, et puis on oublie ces temples qui étaient très importants, alors qui arrivent quand même assez tard hein, dans l'histoire, qui ont un peu de mal aussi à s'implanter au début. Hein. L'Iséum du Champ de Mars, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été construit pour la première fois, probablement à l'époque républicaine, fin de l'époque républicaine, mais Tibère l'a fait détruire. L'empereur Tibère, tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, Tibère l'a fait détruire. On a interdit. Puis ensuite, il a été reconstruit par Caligula. Et le Sérapéum, cet immense temple du Sérapéum, on vous l'a dit, c'est Caracalla qui le construit. Hein. Donc on arrive à une période beaucoup plus tardive. On a passé l'époque classique, celle qu'on étudie généralement pour les textes. On a passé l'époque de Cicéron, d'Auguste, tout le début de l'Empire. Tout ça, on arrive beaucoup plus tard déjà. Et puis l'autre chose, c'est la difficulté de l'identification. Il faut savoir que quand on est devant le temple de Vénus et Rome, on est sûr que c'est le temple de Vénus et Rome, donc c'est écrit partout. Ici, ce temple-là, nous pensons que c'est le temple de Sérapis, et il y a différents arguments dans ce sens-là, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette identification. Dans la littérature plus ancienne, on a parfois parlé du temple de Quirinus, et c'est toutes ces difficultés de savoir quelle était la divinité vraiment honorée dans ce temple qui fait que finalement, quand on ne sait pas, on n'en parle pas. Et ce temple est moins mis en valeur que d'autres édifices religieux de la Rome ancienne. On va encore prendre une question en haut, si vous voulez bien, on va arrêter là. Merci. Devant un temple aussi colossal, est-ce qu'on a une idée des outils ou du temps qui ont été nécessaires à sa construction ? Alors, en ce qui concerne les outils, il y a, si vous voulez, rien d'exceptionnel en soi. Les Romains utilisent des grues, ce qu'on appelle des chèvres, avec des systèmes de palans et de treuils. Le temps pour la construction, je ne sais pas si on le connaît pour le Sérapéum, ça peut être relativement rapide, ça peut être quelques années simplement, tout dépend du nombre de personnes qu'on va mettre sur ce travail, du nombre d'entreprises qui vont être soumissionnées pour faire ce travail, mais ça peut aller assez vite, surtout que vous savez que les Romains utilisent pour les parties qui ne sont pas visibles, tout ce qui est substructure, utilise le béton. Donc on fait des coffrages, on coule du béton à l'intérieur et on construit par-dessus. Et c'est seulement ce qui se voit qui va être soigné avec des plaquages de marbre ou en ce qu'on appelle en opus quadratum, c'est-à-dire en pierre de marbre bien visible. Donc c'est des constructions qui sont relativement rapides et construites avec des outils de chantier qui sont ceux qui seront utilisés jusqu'au début du XXe siècle en fait. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous retrouver à la prochaine nocturne. Merci beaucoup à vous. La prochaine nocturne, ce sera sur les machines de guerre du IVe siècle après Jésus-Christ, avec un traité, vous verrez, qui est très mystérieux.